À la veille de repartir une fois de plus au Sahara, vivre avec les tribus touaregs, Germaine Tillon, ethnologue, comme cela s'appelle, nous parle de la famille humaine. Une famille humaine qu'elle considère, malgré les épreuves et les combats qu'elle a pu connaître, avec un optimisme inguérissable. J'ai eu l'occasion d'avoir peur dans ma vie, mais jamais en Afrique. Si une fois, j'étais à cheval et mon cheval s'est emballé avec un taureau derrière, j'avoue que je ne me sentais pas très fière de sur le cheval. Oui, ça pouvait bien ressembler à de la peur, ce qu'il y avait à ce moment. Mais peur des gens, non. J'ai jamais eu peur des gens. Et je n'avais pas de raison d'avoir peur. J'ai fait toutes mes premières missions, mes premières armes d'ethnologue, je les ai fait dans l'Aurès. Et évidemment, à ce moment-là, ne circulant qu'à cheval, et seul, en effet. J'avoue que je n'ai jamais eu un ennui. Je n'ai jamais eu une difficulté. On ne m'a jamais volé un torchon, ni une ficelle. Je laissais tout ce que j'avais, quelquefois dans une caverne qui n'avait pas de porte. J'avais mis un vieux bout de chiffon pour fermer la caverne, avec une pierre en bas. Personne n'a jamais soulevé le bout de chiffon. C'est une loi de ce genre de pays? Oui, c'est une loi, parfaitement. Ou c'est votre confiance qui Pas récompense? Pas du tout. Quand vous êtes, pas du tout. Quand vous êtes dans une tribu nomade, vous êtes ou vous êtes un ennemi ou vous êtes un hôte. On peut avoir des tas d'ennuis dans le désert. On peut arriver à une source sur laquelle on comptait avec la gorge bien sèche et trouver la source tarie, ça m'est arrivé. Dans ce cas-là, ce qu'on a mieux à faire, c'est de repartir. Dans les endroits où il y a des sources, ce qu'on appelle une source, c'est-à-dire un petit bol, c'est grand comme un bol, avec un tout petit peu d'eau qui sort goutte à goutte. C'est beau d'ailleurs. C'est beau un petit peu d'eau qui sort du sol. C'est une des choses qui me prive en France. C'est qu'à l'heure actuelle, toutes nos sources sont fourrées sous des morceaux de marbre, avec des gueules de cuivre, avec tout ce qu'on appelait autrefois une source, c'est-à-dire de l'eau qui sort d'un rocher ou qui sort de la terre. Nous n'avons plus ça. Il y a une rue de la Source à Paris. Il faut voir cette rue de la Source, comme c'est mélancolique. C'est très stimulant le désert, le vrai désert de sable. Je me souviens justement d'être arrivé justement par la montagne, par les montagnes de l'Aurès, de déboucher sur le désert et de déboucher le matin, parce on tâche de marcher la nuit le plus qu'on peut, et d'arriver à cheval devant l'immensité du sable. Eh bien, les chevaux étaient contents, et les hommes aussi. Il y avait tout à coup un souffle frais qui circule, et puis cette impression de vide, d'immensité, qui est probablement quelque chose qui est très sensible, puisque même les bêtes le sentent. Je me souviens d'avoir couché dehors, justement, dans le désert, et d'avoir eu une énorme boule rouge, qui était le soleil à ma droite, et une énorme boule rouge, qui était la lune à ma gauche. Identiques toutes les deux. Alors il y en avait une qui se levait et l'autre qui s'en allait. C'était le soir, le soleil couchant et la lune qui se levait étaient exactement identiques au ras de la terre. Et énormes. Des monstres. La vie au désert est très agréable. La vie d'un nomade est une vie très agréable.
Pour l'instant, le problème, c'est un problème de misère, bien entendu, surtout chez les nomades touaregs. Mais lorsque l'année est bonne, lorsque les bêtes ont du lait, lorsqu'il y a de quoi manger, la vie du désert est une vie délicieuse, la vie d'un nomade. Comme me disait, c'est un nomade qui me disait, d'abord on s'en va de temps en temps on part. Or partir est une chose aussi très agréable. On quitte un vieil endroit et on va dans un endroit neuf, qui est frais, qui est propre, qui est net. Alors il me disait, le premier jour, on est très fatigué parce qu'il a fallu monter les tentes, nettoyer, enlever quelques pierres. Le troisième jour, on est déjà habitué. Le meilleur jour, c'est le second. Je me souviens de quelqu'un qui me racontait l'histoire des premiers Touaregs qui étaient venus à Paris. Ils devaient être sous-préfets. Alors on les avait promenés, ça devait être une exposition universelle quelconque, ou une grande quelque chose à machin de Stakabila. On les avait promenés, la Tour Eiffel, tout ça, ils ont les autos, l'Élysée, ça les avait laissés très froids. Puis finalement, on les a emmenés dans le Midi et on les a amenés devant la fontaine de Vaucluse. Alors ça les a épatés. Ils se sont assis par terre, puis ils n'ont plus bougé. Puis au bout d'un moment, le sous-préfet, quand même s'ennuyait, il leur a demandé s'ils avaient l'intention de rester longtemps. Et ils ont répondu, on attend que ça s'arrête. Alors quand on leur a dit que ça s'arrêtait jamais, alors ça a été, vraiment, ils ont été en admiration. Tous les nomades, c'est-à-dire les Maures et les Touaregs, ont une passion, qui est la passion de la musique. Ce sont des mélomanes. Et non pas n'importe quelle musique, mais leur musique. Alors, il y a une musique Maure et il y a une musique Touareg. C'est pas la même. Mais ce sont toutes les deux des musiques savantes qu'ils adorent. Et un Touareg mélomane est capable de faire plusieurs nuits de chameau pour pouvoir entendre jouer la grande vedette femme et la grande vedette homme, la grande vedette homme qui chante, la grande vedette femme qui joue du violon. Alors nous, avec notre voiture, c'est rien du tout pour nous d'avoir été chercher la grande vedette homme et de l'avoir rapprochée de la grande vedette femme et d'avoir enregistré le concert. J'ai vu des Touaregs trembler. Ils me montraient, ils avaient la chair de poule d'émotion. Ce qu'on appelle l'ethnographie, c'est intéressant. C'est le destin, au fond, le destin de l'homme en tant qu'espèce. Moi, je sais que j'ai commencé à voir la France à partir du moment où j'ai été ethnologue en Afrique. Jusque-là, je ne la voyais pas. L'ethnographie, ça consiste à voir ce qu'on n'aperçoit pas quand on est dedans. C'est exactement comme le poisson qui est dans l'eau, il faut être hors de l'eau pour voir le poisson. Et c'est pourquoi je pense que l'ethnologie est une sorte d'humanisme, parce que c'est en effet le moyen de découvrir les liens qui unissent la totalité des sociétés humaines entre elles. Les premières enquêtes que j'avais faites, j'ai été, je dirais, presque déçue quand je me suis aperçue que les gens que je venais voir étaient si près des gens que je connaissais. N'est-ce pas? Malgré tout, pourquoi est-on ethnologue? On est ethnologue peut-être parce que on est intéressé par autre chose que soi. Par conséquent, on va chercher l'autre, l'étranger, l'inconnu. Et justement, ce qui m'avait frappé tout de suite d'emblée, c'était le fait que cet inconnu était au fond très connu et très près
du paysan, disons n'importe quel paysan de France, à plus forte raison du paysan corse que vous connaissez bien. C'est comme les aiguilles d'une montre qui tournent, n'est-ce pas? L'aiguille n'est pas au même endroit dans chaque tribu. C'est la même aiguille qui tourne aussi chez nous. Elle marque aussi une autre heure. N'est-ce pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir tourner cette aiguille unique, qui est l'aiguille de la société humaine, en somme. Tout ça pour retrouver le visage Oui. de l'humanité, oui. Oui. Pas seulement pas son visage, mais plutôt d'où elle vient et où elle va. Tâchez de trouver un petit tracé de ses étapes. Parce qu'il n'y a pas de doute, elle marche. Il n'y a pas de doute, elle va quelque part. Il n'y a pas de doute, elle vient de quelque part. Et nous sommes à une certaine heure de ce passage. De cette fréquentation de peuples extrêmement différents et que vous avez étudié de près, est-ce que la conclusion, c'est... La conclusion, enfin en tout cas pour moi évidente, c'est l'extraordinaire unité de la race humaine. J'aime bien employer l'expression famille humaine, parce que c'est vraiment... tous les hommes sont vraiment les membres d'une famille. Les races, alors? Je ne sais pas ce que c'est qu'une race. Est-ce qu'on peut dire aussi, devant cette vision d'une humanité une, est-ce que l'homme est bon? Oh, vous savez, nous avons... Il y a des hommes, oui, il y a des hommes très bons. Malheureusement, disons que j'ai eu d'autres expériences dans ma vie. Et il y a aussi la perversité qui existe. Mais probablement... Enfin, on en connaît moins d'exemples. Justement, dans les sociétés où je vais là-bas, c'est curieux. On voit moins de pervers que dans nos sociétés. Je me demande pourquoi. Voilà aussi une question à poser. C'est un beau mystère. C'est un mystère, oui. Il semble que la société dans laquelle nous vivons peut sécréter des monstres. Il y en a. Femme de science, nous savons que Germaine Tillon a su être aussi, chaque fois qu'il l'a fallu, témoin et combattante. Ainsi dans l'insurrection algérienne, ainsi dans la résistance qui l'a menée au camp de Ravensbrück. De cela, de ce calvaire personnel, elle ne vous dira rien. Nous le lirons ensemble dans ses yeux et dans ses silences. Il y a des gens qui réagissent. Il y a des gens qui, en face d'une situation, réagissent par des actes. Et probablement que c'est un soulagement. J'imagine que les gens qui ne peuvent pas réagir par des actes souffrent atrocement. C'est ceux-là qu'on appelle des anxieux. Vous pouvez être un homme de réflexion et être un homme d'action, ou vous pouvez être un homme de réflexion et un homme qui répugne à l'action. Où vous situez-vous alors? Moi, malheureusement, je suis quelqu'un qui agit. On est ce qu'on est, on n'y peut rien. On ne peut pas grand-chose à cela. On ne se modifie pas tellement. On peut simplement s'apprivoiser, c'est-à-dire utiliser utiliser dans le meilleur sens ou dans le moins mauvais les dispositions qu'on a, mais on ne peut pas se créer des dispositions qu'on n'a pas et on ne peut pas même supprimer celles qu'on a. Et je vois pas ce que vous regrettez dans cette action. Bien, enfin, c'est une façon de parler, oui, si. C'est tout de même... une vie humaine est quelque chose qui est trop court pour qu'on ait le temps de la digérer, nous dirons. C'est indigeste, une vie. C'est lourd à... Alors, si nous vivions 1000 ans, peut-être que nos expériences nous serviraient. Mais comme nous vivons trop peu de temps pour qu'elles nous rendent service, vraiment. Si vous voulez, la période d'indigestion de nos expériences dure plus longtemps que la valeur qu'elles peuvent avoir, peut-être. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez Rien, plus de temps? Je ne sais pas. Peut-être je planterais des arbres.
Ça compte pour vous, les arbres? Sûrement, certainement. Certainement. En tout cas, c'est moins... disons que c'est moins accidenté que... En tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus pour le moment. Ce qui m'amuse le plus. Quels arbres? Tous les arbres. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les arbres. Vous les plantez, vous les cultivez? Je plante des arbres et je les cultive. Je les plante où ils doivent être plantés, puis je les regarde pousser. Mais évidemment, c'est dommage. C'est dommage, là aussi, c'est dommage de vivre seulement une vie humaine, parce qu'avec un chêne, par exemple, on est drôlement volé. On peut envier les arbres. Est-ce qu'il y a plus de justice dans le monde des arbres que dans le monde des humains? Probablement il y a sûrement probablement une certaine dureté, mais peut-être pas. Il existe vraiment dans l'espèce humaine, comme nous le disions, des traits pervers. Ça existe aussi. Je ne crois pas qu'il y ait des plantes perverses. C'est pas compatible avec l'espèce végétale. Ça s'est passé à la gare de Lyon. Et j'avais tout simplement rendez-vous avec le traître qui m'a vendu, qui était un prêtre, un agent de la Gestapo. Et un autre homme, qui était également membre de la résistance et d'un autre réseau. Nous sommes retrouvés, c'était le traître nous avait donné rendez-vous, et il avait donné rendez-vous à la Gestapo qui nous a suivis pendant tout un trajet. Et je me souviens que, me trouvant ensuite rue des Soucets, pendant que il y avait autour de moi un brouhaha, j'étais peut-être une vingtaine qui s'agitaient, qui téléphonaient, qui étaient exultants. Et par hasard, je me suis rappelé que c'était un vendredi, le 13, vendredi 13, c'était le vendredi 13 août. Et je me suis dit, tiens, voilà, en effet, pour une fois, le vendredi 13 ne m'a pas porté chance. Et puis je me suis dit, mais tout de même, il y a des gens qui sont très contents, qui sont eux, ça leur a porté chance. Et je me suis souvenu d'une histoire peule, très jolie, qui est l'histoire de deux peuls qui sont au bord du Niger. Et il y en a un qui dit à l'autre, il faut traverser à la nage. Alors le deuxième peul dit, mais si on traverse à la nage, le crocodile va nous manger. Et le premier peul dit non, car Dieu est bon. Et le deuxième peul dit, et si Dieu est bon pour le crocodile? Ce qu'il y a d'admirable, c'est tout de même le nombre de gens qui est beaucoup plus grand qu'on ne croit, qui sont capables justement de donner ce qu'il y a de plus haut en eux-mêmes. Nous, je l'ai vu. J'ai vu. Moi, ce qui m'a frappé, Michelet a très bien dit cela dans son... Justement, ça a été donné à la télévision. Je suis tout à fait de son avis. Il a dit justement ce que j'essaye d'exprimer en ce moment, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de gens qui ont été... Quand on parle de l'avilissement, de la condition avilie, c'est pas vrai. C'est le contraire. C'est le contraire. Il y a eu quelques individus avilis et beaucoup d'autres qui ont été très au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux. Constamment. Il est certain que le fait d'avoir une conviction et de faire quelque chose dans un but est certainement un grand soutien. Mais c'est pas le seul. Il y a des gens qui n'avaient aucun soutien de ce temps, qui n'étaient même pas... qui étaient là par hasard. Par hasard. Et qui ont fourni à ce moment-là aussi le meilleur d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui vous fait vivre. Comment? C'est quelque chose qui vous fait vivre malgré tout ça. Probablement. Mais il y a aussi eu l'inverse, des gens qui n'étaient pas là par hasard, qui avaient des convictions et qui ont flanché. Foiré, comme on dit. Oui, c'est une expression qui dit bien ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'il peut arriver que, étant au-dessus, on redégringole
Ou au contraire, qu'on puisse être réhabilité après une lâcheté première. Probablement que tout existe. Probablement, sûrement, tout arrive.